Merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour Monsieur Diallo et je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. Merci. Et c'est votre premier passage, il faut le rappeler, sur les antennes de la radio et de la télévision parlementaire. Quelle impression avez-vous déjà? En effet, je suis agréablement surprise. Comme vous le dites, c'est la première fois que je viens ici. Et je vois que vous avez quand même un dispositif assez moderne qui peuvent nous permettre au niveau de l'administration de venir communiquer sur nos activités et communiquer sur les acquis de la refondation. Justement, vous êtes, comme je l'ai annoncé tantôt, la directrice de l'Office national de tourisme ONT. D'entrée, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce secteur touristique dans notre pays? Le secteur du tourisme en République de Guinée est assez nouveau. C'était un secteur qui était un peu à l'oubli. Mais depuis le 5 septembre 2021, avec la dynamique amorcée par le CNRD, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts pour faire en sorte que le secteur touristique soit l'un des secteurs prioritaires du gouvernement. Vous avez vu aujourd'hui, par exemple, avec l'initiative du Branding Guinée, oui. Et le secteur du tourisme fait partie des 3 objectifs de ce branding. Nous avons aussi notre programme de développement économique phare, le programme Simandou 2040. Là où moi je me dis que le secteur du tourisme se retrouve à travers tous les 5 piliers, mais principalement le pilier 2 qui est éducation et culture, mais aussi le pilier 5 qui est santé et bien-être. Alors tout ça, ça prouve à suffisance que le secteur du tourisme est vraiment devenu un secteur prioritaire du gouvernement et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir mettre les bases d'un développement touristique durable. Justement, vous l'avez dit, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, il y a une nouvelle dynamique qui est impulsée par rapport à tous les segments de la gouvernance. Vous êtes au niveau du tourisme à votre prise de fonction, parce que c'est après la prise de responsabilité du CNRD que vous avez eu en effet. voilà, donc l'opportunité de diriger cette direction. Quel constat avez-vous eu à faire dès votre prise de fonction déjà par rapport à ce secteur-là? Je tiens à rappeler que l'Office national du tourisme a été créé en 1992. Ça veut dire que ça fait plus de 30 ans que l'entité elle-même, elle existait. Mais c'est seulement après le 5 septembre qu'il y a eu la réflexion pour voir comment dynamiser cette direction, comment faire en sorte que cette direction atteigne les objectifs de promotion de destination qui lui sont assignés. C'est après cette réflexion que l'État a décidé d'ériger l'Office national du tourisme en une société anonyme, pour lui donner cette marge de manœuvre pour être beaucoup plus agressif dans nos efforts de promotion, mais aussi lui donner la latitude d'aller mobiliser les fonds pour le développement touristique. Parce que, je tiens à le rappeler, l'Office national du tourisme maintenant ne fait pas seulement la promotion de la destination, mais nous avons aussi l'objectif de développement du secteur. Alors, en érigeant l'Office national du tourisme en société anonyme, c'était pour nous donner ce poids, cette latitude de pouvoir aller un peu plus loin que seulement communiquer sur la destination. Vous verrez aussi qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour mettre la réglementation en place, parce qu'il y avait un énorme vide juridique dans ce secteur. En ce moment, au moment où je vous parle, le ministre a déjà communiqué sur le code du tourisme. Nous sommes l'un des rares pays qui n'a pas encore de code de tourisme. Le ministre a communiqué sur le code du tourisme en conseil interministériel, et au moment où je vous parle, c'est un document qui est dans vos murs au CNT pour l'adoption. Alors ça, déjà, c'est la base primaire pour pouvoir parler d'un secteur et pouvoir réglementer ce secteur. Ça, c'est juste pour vous donner quelques exemples de tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, mais aussi au niveau de l'Office national du tourisme, pour donner la place qu'il faut au secteur du tourisme en Guinée. Donc, justement, au regard de ce que vous avancez en termes déjà d'initiative, est-il besoin de vous demander la vision que vous avez de ce secteur-là aujourd'hui? Comme je le disais, bon, à moyen terme, nous nous attelons vraiment à structurer le secteur, à développer un produit touristique. Nous savons qu'en Guinée, le potentiel, il est énorme. Mais en termes de produits en tant que tel, il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors nous voulons réglementer le secteur, structurer l'offre,
intégrer aussi le secteur privé, parce que quand on parle d'un secteur prospère, surtout en termes de tourisme, nous parlons principalement de l'engouement que le secteur privé apporte à ce secteur. Ouais. Nous ne devons que mettre les bases, communiquer, mais l'offre touristique en tant que telle, nous devons plus nous reposer sur le secteur privé. Alors, c'est cette vision que nous sommes en train d'implémenter en ce moment. Oui, la Guinée est notre paradis, nous le disons avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Depuis, bien sûr, l'arrivée du CNRD au pouvoir, il y a aussi, je l'annonçais dans l'entame de cette émission, le secteur touristique est un véritable réservoir de progrès si, en tout cas, les initiatives sont... En tout cas, il y a une synergie d'action par rapport à ce secteur-là. Comment aujourd'hui vous travaillez au niveau de cette direction pour positionner la Guinée dans le cadre, bien sûr, du tourisme dans la sous-région et pourquoi pas à l'international? Comme vous le savez déjà, le secteur du tourisme est un secteur assez transversal. Tout à fait. Nous avons un secteur qui dépend un peu de presque tous les autres secteurs pour être prospères. Et au niveau de la sous-région, nous avons des alliances que nous sommes en train de créer pour faire en sorte que quand, je donne un exemple, quand un touriste est intéressé par aller en Côte d'Ivoire, nous sommes dans l'espace CEDEAO, nous n'avons pas besoin de visa, nous avons quand même des frontières qui ont un peu ces mêmes types de tourisme. Nous sommes en train d'essayer de créer une synergie qui fait que nous pouvons faire du tourisme transfrontalier. Comme ça, un touriste qui veut venir en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas l'attirer vers la Guinée? Un touriste qui veut aller au Sénégal, on lui parle beaucoup du Badjar, alors il veut traverser pour venir découvrir aussi cette culture. Et nous avons énormément de touristes qui viennent en Guinée, qui vont en Sierra Leone. Nous essayons quand même vraiment de créer cette synergie à travers les différentes réunions auxquelles on participe de l'ONU Tourisme dans l'espace africain et aussi dans l'espace mondial. Nous essayons vraiment de créer cette synergie avec nos voisins pour pouvoir déjà développer ces produits transfrontaliers. Oui, on sait quand même que on va dire le numérique aujourd'hui est un véritable levier pour booster un peu, pour promouvoir davantage les différents secteurs. Et au niveau du tourisme, vous y avez vu juste parce que au regard du dynamisme que nous voyons sur les réseaux sociaux, vous êtes en tout cas par rapport à la Mamaya par exemple, que j'ai suivi de près à travers vos différents canaux de communication. Comment vous parvenez justement on va dire, à peaufiner cette stratégie de communication digitale pour plus de visibilité des différents secteurs touristiques de la Guinée? Donc, je pense que vous-même, vous venez déjà même de répondre à la question. Oui. Parce que si vous nous suivez, vous allez vraiment comprendre que le digital, les réseaux sociaux sont vraiment au cœur de notre stratégie marketing et de communication. Nous communiquons très activement sur les réseaux sociaux. Nous avons un site web qui vous permet quand même d'avoir une vision d'ensemble du tourisme en Guinée. Et aussi, nous sommes en train de développer une application mobile qui permettrait à ceux qui ne sont pas en Guinée d'avoir ce glimpse de ces sites pour pouvoir les inciter à venir visiter personnellement ces sites. Mais comme je le dis, vraiment le digital est vraiment au cœur de notre stratégie de com. Oui, justement, la communication, c'est de montrer ces différentes potentialités, ces images attractives de la Guinée, mais faudrait-il qu'il y ait déjà en amont un cadre, en tout cas, qui puisse être beaucoup plus attractif, plus qu'on transforme le côté naturel en un véritable trait d'union entre les visiteurs et bien sûr les potentialités qu'on pourrait avoir dans ce secteur-là, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir comment aujourd'hui vous travaillez à valoriser ce potentiel naturel qu'on a. Quand vous prenez bien sûr les cascades de la Sumba, de Dubrika, quand vous allez du côté de Kindia, on a assez de sites touristiques qui foisonnent à travers les différentes régions du pays. Comment au niveau de la direction déjà vous travaillez à ce que ces sites-là soient viabilisés davantage pour qu'ils soient beaucoup plus attractifs pour le public? Tout tantôt, je disais que le secteur du tourisme repose beaucoup sur le secteur privé. Nous, à notre niveau, nous identifions les sites qui ont plus de potentiel, qui peuvent être beaucoup plus rapidement rentables. Parce que nous avons, quand nous faisons la liste des sites que nous avons à peu près plus de 400 sites. On ne peut pas s'attaquer à tous ces sites. Oui. Alors, nous avons travaillé à répertorier ceux qui sont
plus rapidement viables, ceux qui sont accessibles aussi, parce qu'on a un problème d'accessibilité sur certains sites. Et nous en avons fait un catalogue d'idées de projets. Dans ce catalogue, nous nous retrouvons avec 24 projets qui sont l'objet de recherche de financement. Quand je disais tantôt que nous reposons beaucoup sur le privé, pour développer le secteur touristique, ça demande beaucoup de fonds. Ça demande vraiment les infrastructures. On dit tout le temps, on a un pays qui a beaucoup de potentiel touristique. On ne parle pas de produits touristiques. Parce que pour parler de produits touristiques, nous avons ce site naturel, mais il faut créer toutes les infrastructures autour pour que ça soit un produit. Oui. Alors, le travail que nous sommes en train de faire, nous avons recensé ce potentiel et nous sommes en train de chercher des financements pour pouvoir viabiliser ces sites naturels pour en faire des produits. Et comme je le disais déjà par rapport au statut de l'ONT, c'est l'une des raisons nous sommes devenus une société anonyme pour nous donner cette latitude à chercher des partenaires qui peuvent viabiliser et exploiter ces espaces, mais aussi, comme l'État aussi veut donner l'exemple, parce que c'est bien beau de dire aux investisseurs, venez investir dans ce domaine. Mais pour montrer l'exemple, il y a certains sites que l'État même est en train d'investir dessus pour pouvoir stimuler cet investissement. Vous avez vu la plage de Camayen qui a été... qui est fait par l'État. Vous avez vu le voile de la mariée qui est en plein travaux en ce moment, qui a été fait par l'État, qui fait même partie des projets prioritaires du gouvernement. Vous avez vu aussi le lac de Bassikolo qui est en train d'être aménagé. Vous avez vu aussi la cité Niger de Farana. Nous avons même fait la réception provisoire il y a quelques mois. Ça, c'est juste pour que l'État montre. Nous aussi, nous investissons, mais c'est vrai que c'est au privé que nous voulons booster. Et pour ça, nous essayons de faciliter les avantages du code des investisseurs pour ce secteur. Mais au-delà de ça, nous sommes sur la réflexion pour pouvoir apporter plus de réformes incitatives pour spécifiquement ce secteur. Parce que nous voulons vraiment que les ressortissants des différentes régions s'attellent à investir dans leur région. Quels sont les avantages? Comment on peut faire bénéficier leur communauté? Tout ça, ce sont des réflexions qui sont en train d'être mises en place pour vraiment stimuler l'investissement touristique. Oui, quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez la plage d'Assini qui naturellement grouille de monde parce que les visiteurs trouvent leur plaisir à aller dans ces zones côtières. La Guinée est un pays côtier. Nous avons 300 km de côtes. Nous avons des îles paradisiaques qui naturellement peuvent être des véritables pôles d'attraction par rapport au tourisme intérieur et même du côté à l'international. Est-ce que, comme vous le disiez tantôt, avec bien sûr l'implication du secteur privé, est-ce qu'il y a des initiatives déjà pour la viabilisation de nos différentes plages du côté des îles de Los, par exemple, où il y a assez de plages qu'on peut valoriser pour permettre aux Guinéens et aux étrangers d'aller passer les bons moments dans ces lieux-là? Ok. Si vous avez vu, même je prends l'exemple de Kassa et de Roum, les 2 dernières années, l'affluence qui se trouve au niveau de ces plages, parce qu'il y a eu une synergie d'action. Ces sites n'étaient pas très accessibles. Il fallait avant aller par pirogue, chose qui n'était pas vraiment aisée pour tout le monde. Mais vous avez vu ce que la société navale est en train de déployer comme arsenal pour pouvoir rendre ces espaces accessibles. Et vous voyez aussi l'investissement qui est en train de se faire au bord aux bordures de mer. Nous, ONT, nous avons un projet sur la plage de Soro pour en faire carrément un resort. Et pour ça, nous avons déjà les études qui sont finies. Nous sommes en train de négocier avec certaines banques et certains investisseurs qui peuvent être intéressés pour investir sur ces sites. Comme je le dis, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts. Nous avons aussi le projet de 5 plages de Conakry, dont la première va bientôt débuter, qui est celle de Bénarès. Il y a beaucoup de projets dans ce sens. Nous sommes aussi en train de chercher des financements pour la plage de Bel-Air. Il y a quand même, tous ces sites ont été recensés. Et quand vous donnez l'exemple de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est au bord de la CINI, c'est le secteur privé.
Tout, c'est le secteur privé et l'État a pour rôle de rendre ces sites accessibles, de faire en sorte qu'il y ait assez de sécurité, qu'il y ait de la connexion, qu'il y ait le courant, qu'il y ait de l'eau. Et le secteur privé se dit que ça, ce sont des espaces que si nous investissons, on peut avoir un investissement rentable. Et c'est surtout sur ça que l'État est en train de s'atteler en ce moment. D'accord. Dans le tandem que vous envisagez, public et privé, il y a un volet aussi très intéressant et très important, c'est la question de la formation des ressources humaines. Surtout. Le tourisme, d'abord, l'une des... Bon, je ne suis pas spécialiste du milieu, mais on sait quand même l'accueil quand même est déterminant par rapport au tourisme. Est-ce que déjà il y a des initiatives, des projets en cours par rapport à la formation des guides touristiques, la restauration et d'autres services qu'on peut développer autour de ce secteur-là? La chaîne de valeur du secteur, la chaîne de valeur des acteurs du secteur touristique est très large. Oui. Vous en avez cité certains. Vous parlez de l'accueil, des guides, même les communautés. C'est très très large. Nous avons commencé à sceller des partenariats avec les écoles spécialisées. Par exemple, nous avons un partenariat signé avec l'ESTH, l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, justement pour qualifier la main-d'œuvre. Nous avons des partenariats même avec certains hôtels pour permettre d'avoir les sortants de l'université pour les insérer pour la pratique. Nous sommes aussi personnellement en train de former des guides. Par exemple, à chaque fois que nous lançons les saisons touristiques dans une région, parmi les objectifs de l'événement, c'est former les acteurs de la localité, que ce soit les serveurs, que ce soit à l'accueil, que ce soit les guides. Nous avons eu à même former des taxis-motards. Parce qu'il y a certaines régions, nous n'avons pas de guide touristique en tant que tel, mais tous ceux qui ont des motos se retrouvent en train d'accompagner des touristes, se trouvent en train de guider, en train de faciliter le séjour de ceux qui viennent séjourner chez eux. Alors, nous les avons formés comme des guides touristiques pour pouvoir assurer cet accueil et pouvoir faciliter le séjour des touristes dans leur localité. Nous-mêmes, nous faisons ce genre de formation. Nous commençons aussi à livrer les cartes professionnelles de guide touristique pour pousser les gens. Si vous voulez être recommandé et professionnel, il faudrait traverser cette formation pour pouvoir avoir la carte professionnelle de guide pour que nous puissions vous recommander à tous ceux qui viennent. Très bien. Oui, ces dernières années aussi, madame, quand même, on assiste à ces saisons touristiques que vous organisez. Une question à deux volets. D'abord, d'où est partie l'idée d'organiser ces saisons touristiques et aussi quel est le bilan à mi-parcours que vous pouvez dresser aujourd'hui à date. En tant que vous faites une sorte d'introspection par rapport à ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Déjà, l'idée d'organiser le lancement de la saison touristique est venue après une tournée que nous avons faite dans tout le pays. Nous nous sommes rendus compte que, en fonction des saisons que nous avons, il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche, et il fallait trouver un moment propice pour officiellement lancer les activités touristiques. Nous savons que pendant la saison des pluies, malgré la beauté de tout ce que nous avons, le déplacement et les visites pour profiter vraiment des lieux étaient un peu plus compliqués. Alors, on s'est dit, à la fin de la saison des pluies, pendant que les chutes magnifiques que nous avons sont encore très abondantes, nous allons organiser un événement pour pouvoir concentrer nos efforts de promotion sur la localité. D'où l'idée on ne peut pas lancer, en fait, on fait beaucoup d'efforts de promotion et on a tellement à promouvoir qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On s'est dit, chaque année, on choisit une localité à fort potentiel, là où nous pouvons réunir les acteurs du secteur, nous pouvons réunir les entrepreneurs, les touristes, mais aussi le gouvernement, pour pouvoir voir le potentiel de la localité, mais aussi voir les défis pour pouvoir développer l'offre proprement dite. Alors, on choisit une localité qui a un fort potentiel et nous concentrons tous nos efforts de promotion sur cette localité et ça devient la localité phare de la saison. Nous l'avons commencé en 2022, là où nous avons essayé de drainer assez de personnes sur Kassa. Nous avons fait la cérémonie de lancement sur Kassa, mais nous avons pris les gens et nous les avons fait visiter Fotoba.
La deuxième édition, nous l'avons fait à Kindia. À Kindia, d'accord. Ça, c'était la troisième. À Kindia, qui a été vraiment, je me dirais, l'édition qui a vraiment lancé. Et nous-mêmes, on s'est rendu compte de ce qu'on avait. Parce que ça a drainé beaucoup de monde. Et même nous, à l'Office, nous avons eu à découvrir des merveilles qu'on ne pouvait pas imaginer qui existaient en Guinée. Alors, nous avons décidé de pérenniser cette activité et que chaque année, nous choisissons une localité et nous mettons tous nos efforts, nous essayons de drainer le maximum de personnes pour découvrir la localité. Vous avez vu ce qu'on a pu faire à Dalaba l'année dernière, là où le Guinéen lambda ne savait pas que nous avons cette préfecture qui avait ce microclimat, là où on se retrouvait. C'est pas pour rien qu'on dit la Suisse de la Guinée. On se retrouvait avec des sapins qui nous entouraient partout. On se retrouvait avec des chutes que on pouvait regarder de haut. Et au fait, ça a suscité cette envie aux Guinéens de découvrir leur pays. Cette année, je pense que vous le savez déjà, nous partons dans la région de Zérékoré. En ce moment, on sait tous que le produit phare de la Guinée que nous vendons partout, c'est Simandou. Tout à fait. Alors, nous allons profiter de cette prochaine saison touristique pour montrer aux Guinéens c'est quoi une mine. Tout le monde parle d'un pays minier, on sait, mais je dirais que 80% n'ont jamais vu une mine, ils ne savent pas c'est quoi une mine. Alors, nous allons profiter de cette édition pour montrer voilà ce projet de portée mondiale que nous avons dans notre pays et aussi découvrir la région forestière qui est très riche en culture, gastronomie. Nous avons le mont Nimba dans la région forestière et aussi vous avez des crapauds vivipares qui n'existent qu'en Guinée. On va profiter de cette édition pour montrer justement ces richesses que nous avons dans cette région. Au fur et à mesure que les éditions avancent, nous voyons beaucoup plus d'engouement. Nous voyons que l'activité a une portée même internationale. Nous voyons que les médias internationaux même s'intéressent aux activités. Avant, nous devons les appeler, leur demander comment les attirer. Maintenant, c'est eux qui nous appellent pour demander quand est-ce qu'on doit se positionner sur cette saison. Ça veut dire que nos efforts, petit à petit, sont en train de payer. Et aussi, nous cherchons beaucoup à changer l'image de la Guinée à l'international. Et ces activités de promotion nous permettent d'atteindre cet objectif. Justement, alors, est-ce qu'à travers, bien sûr, ces saisons touristiques, vous répondez quelque part à cet autre besoin pressant des Guinéens de trouver des endroits de loisirs en promouvant le tourisme intérieur? Quand vous regardez vraiment nos efforts de promotion, la cible principale, c'est vraiment le tourisme intérieur. C'est inciter les Guinéens à visiter leur propre pays. Je ne dirais pas qu'on ne fait pas autant d'efforts, mais étant déjà guinéen, étant dans son pays, on est beaucoup moins exigeant que d'envoyer quelqu'un de la France pour venir le satisfaire. Nous connaissons déjà les réalités de notre pays et c'est notre quotidien. Alors, nos efforts de promotion s'articulent beaucoup autour du tourisme local. Et ça, pour nous, à l'ONT, ce sont des gens qui sont des relais pour nous. On ne peut pas atteindre tout le monde. Mais si quelqu'un se déplace vers une localité et arrive à la découvrir, il peut être notre relais pour promouvoir à l'extérieur ou bien même à sa famille, à ses amis, à l'interne. Alors, nos efforts de promotion sont vraiment articulés principalement sur le tourisme interne. Le temps que nous puissions développer les infrastructures, les facilités pour attirer à l'international en masse. Oui, justement, peut-être on va finir par ça. Aujourd'hui, comment l'ONT accompagne tous ces acteurs du secteur du tourisme par rapport, bien sûr, à la valorisation et à la visibilité aussi du potentiel existant? Par exemple, pour quelqu'un qui est à Bujan, qui est à Paris et qui veut venir en Guinée, qui veut avoir les adresses qu'il faut réellement pour pouvoir découvrir davantage les lieux touristiques, comment l'ONT intervient dans ce cadre-là par rapport au dispositif d'accueil, des sites potentiellement accessibles? Ok. Déjà, arrivé à Conakry, bon, en plus de la communication que nous faisons, nous essayons de promouvoir les lieux d'accueil, les restaurants, les lieux de loisirs. Nous faisons le maximum pour tous ceux qui répondent aux normes, de les mettre en avant. Nous éditons un guide touristique
chaque 2 ans. Et tous ceux qui sont en règle, nous les citons dans ce guide touristique. Nous mettons leur nom, leur email, leur numéro de téléphone pour pouvoir créer quand même ce répertoire, mettre ce répertoire à disposition de ceux qui sont intéressés par la Guinée. Ce guide, il est en version physique, mais nous l'avons aussi en version numérique. En plus de ça, nous avons un bureau d'accueil à l'aéroport. L'ONT, ça fait 3 ans, a installé un bureau d'accueil à l'aéroport pour faciliter cette information. Quand vous arrivez en Guinée, dès que vous dépassez la douane, en face de vous, vous avez le bureau d'accueil de l'ONT. Et ce bureau essaye de vous donner le numéro des adresses utiles, en tout cas faciliter. Nous sommes arrivés jusqu'à créer un espace d'attente pour des gens qui viennent, ils ne retrouvent pas qui est là pour les accueillir, trouver des taxis pour eux, pour les amener à destination. Nous essayons vraiment, à notre niveau, de faciliter la sécurité. En tout cas, ayant cette renommée crédible, on se dit que si c'est le bureau de l'ONT, nous pouvons prendre ces informations. Nous essayons aussi, de l'autre côté, de faire en sorte de travailler beaucoup avec les ambassades. Nous essayons de travailler beaucoup avec les ambassades pour leur faciliter l'information aussi pour les gens qui veulent se renseigner sur le tourisme. Nous essayons en tout cas d'avoir beaucoup de relais pour transmettre les informations utiles sur le tourisme en Guinée. Très bien. Donc, au regard de tout ce que vous avez dit déjà, est-il besoin de vous demander les perspectives aujourd'hui au niveau de l'ONT par rapport aux missions qui lui sont dévolues? En ce moment, nous continuons activement la communication que nous avons entamée. D'accord. Pour avoir aussi une visibilité internationale plus importante. Mais de l'autre côté, nous cherchons activement des investisseurs pour vraiment le développement de l'offre touristique. Et nous, à notre niveau, accompagnés du ministère, nous sommes en train de vraiment mettre les bases légales pour structurer un secteur qui peut vraiment être une base de développement économique du pays. Très bien. Alors, vous êtes à la télévision parlementaire, donc nous l'appelons la télé du peuple. Et nous sommes suivis partout dans le monde via nos différents canaux de communication. Quel est le message que vous avez aujourd'hui pour ce Guinéen qui vous écoute à la radio et qui vous suit à la télé, et aussi cet étranger qui veut venir, on va dire, visiter la Guinée? Il y a, depuis quelques années, on le chante partout, on le dit partout, la Guinée est notre paradis. Et pour voir de quoi nous parlons, nous incitons tout le monde à venir vivre ce paradis. Nous invitons aussi les investisseurs, les acteurs du secteur à s'impliquer un peu plus. Nous sommes là pour faciliter l'investissement, nous sommes là pour faciliter l'intégration. Mais nous attendons tout le monde, visiteurs, à découvrir la Guinée, notre paradis. Et aussi, nous appelons tous les acteurs du secteur, notamment le gouvernement dont je fais part, à prendre vraiment ce secteur comme l'un des piliers principaux qui peuvent faire en sorte que le pays soit prospère. C'est vrai que nous avons les mines, c'est vrai que nous avons l'agriculture, mais pour un développement durable du pays, certains pays se sont reposés vraiment sur le tourisme pour être là où ils sont aujourd'hui. Et nous pouvons le faire aussi en vue du potentiel que nous avons. Très bien. En tout cas, il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons eu comme invité dans cette émission autour de la transition, dans son volet consacré à l'invité du jour, Madame Kade Camara, qui est directrice donc de l'Office national du tourisme de Guinée, l'ONT. Donc, pour ceux qui voulaient savoir les actions menées dans le cadre, bien sûr, de la refondation sur le segment de tourisme, on va dire, en Guinée, eh bien, ils sont servis, j'espère bien, et ils ont aussi l'opportunité de découvrir notre paradis.